téléspectateurs, bonsoir et merci de nous retrouver pour Notre fonction publique, l'émission qui vous plonge au cœur de l'action publique, de ses réformes, mais également de ses acteurs. Ce soir, nous abordons un texte majeur qui redéfinit la vie professionnelle des agents de l'État. Il s'agit du nouveau statut général de la fonction publique adopté en novembre 2023. Pour en savoir davantage, nous avons invité sur notre plateau M. Koné Zonga. Il est le directeur des affaires juridiques et du contentieux du ministère d'État, ministère de la fonction publique et de la modernisation de l'administration. Monsieur Koné, bonsoir et merci d'être notre invité. Bonsoir madame. Alors, le statut général de la fonction publique introduit d'importants changements. Quelles sont les principales innovations? Merci madame. Avant de répondre à votre question, permettez-moi de rendre un vibrant hommage à une dame, une grande dame qui, s'inscrivant dans la vision du président de la République, depuis sa nomination à la tête de ce département ministériel, a su initier et conduire des réformes ambitieuses, des réformes courageuses et des réformes inédites qui ont conduit depuis un certain moment à la transformation qualitative de notre fonction publique. Nous avons depuis un moment les échos, des retours des réformes engagées par Madame le ministre d'État. Et cette grande dame, c'est Anne Désiré Oloto Lamizana. Alors, revenant à votre question, je crois que le statut général fait partie des réformes qui ont connu un aboutissement avec Madame le ministre d'État et qui ont conduit le président de la République le 23 novembre 2023 à promulguer ce nouveau statut général qui a été une œuvre co-construite, la co-construction donc de l'administration, des fonctionnaires eux-mêmes, mais également des différents représentants des fonctionnaires que sont les organisations syndicales. Quels en sont les grands changements? Il faut dire que ce nouveau statut général, pour rester collé à l'actualité, donc s'adapter à l'évolution, à la dynamique de gestion des ressources humaines, a introduit des changements en ce qui concerne la notion même des emplois. Et donc ce nouveau statut général définit clairement, donne une meilleure organisation des emplois, définit un meilleur profil de carrière pour le fonctionnaire, ce qui n'était pas dans l'ancien statut. Ce nouveau statut général, il évolue et il permet aux fonctionnaires, au cours de sa carrière, lorsqu'il a acquis un diplôme, je crois que vous avez certainement abordé cette question avec la directrice de la formation, lorsqu'il a acquis un diplôme en cours de carrière ou un titre, de pouvoir présenter ce diplôme-là et de demander son reclassement au grade supérieur. C'est vraiment une innovation majeure. Le nouveau statut a également l'avantage de réaménager, de permettre un réaménagement de la mobilité professionnelle qui, au terme des dispositions de l'ancien statut, donc la loi de 92, ne concernait que les familles d'emploi. Donc la mobilité professionnelle, qui est le changement d'emploi en cours de carrière, ne pouvait intervenir qu'à l'intérieur de la même famille d'emploi. Je dois rappeler que la fonction publique est organisée autour de 6 grandes familles d'emploi. Et donc, pour un fonctionnaire qui souhaitait changer d'emploi, devait rester dans sa famille d'emploi. Le nouveau statut général a donc levé ce verrou. Donc, il permet désormais à un professeur de lycée, c'est un exemple que je vous prends. Oui, bien sûr, c'est beaucoup qui est plus dans la concret famille des emplois, éducation, formation, de pouvoir connaître mobilité professionnelle, donc de changer d'emploi pour devenir, je dis, administrateur des services financiers, même anti-impôt, s'il en remplit les conditions évidemment qui sont fixées par le décret portant modalité commune. Ça, c'est vraiment dans le cadre général. Mais en ce qui concerne les avantages du fonctionnaire, donc précisément sur les droits sociaux, le statut général a créé de nouveaux droits, mais il a également renforcé les droits qui existaient. Il a également permis un renforcement des procédures disciplinaires ou même de la question disciplinaire dans notre administration. D'accord. Alors, un texte fondateur, monsieur le directeur, vous le savez, doit être suivi de décrets d'application pour entrer pleinement en vigueur. Où en sommes-nous aujourd'hui Je dois dire qu'à l'image de la loi elle-même, qui a été l'œuvre d'une co-construction, donc d'une large concertation au cours de son élaboration, les textes d'application, donc des décrets d'application qui accompagnent le statut général ont également connu ce processus. Et à ce jour,
lorsque la loi a été prise, nous étions en prévision à environ 14 décrets qui devaient être pris. Et si je dois vous donner un chiffre en taux d'exécution, nous sommes autour de 70%. Il faut signaler dans la réponse que je donne que les principaux décrets, donc le décret portant modalité commune et le décret portant modalité particulière d'application du statut général, ont été pris et donc signés par le président de la République en février 2025. Donc sur ces questions, le statut est opérationnel, on peut dire à 90%, 95% même de sa mise en œuvre. D'accord. D'ailleurs, comment est-ce que votre direction, celle des affaires juridiques et du contentieux, s'assure-t-elle de la sécurité juridique de ces mesures-là? La direction des affaires juridiques fonctionne comme le cabinet juridique du ministre de la fonction publique, donc accompagne le ministre de la fonction publique dans tout ce qui est avis et dans tout ce qui est conseil juridique. Et dans ce sens-là, lorsque Madame le ministre d'État souhaite prendre un texte, elle recourt à la direction des affaires juridiques qui a en son sein le directeur qui lui-même est juriste, les sous-directeurs qui sont également juristes, mais également tous les chargés d'études sont des juristes rompus à la rédaction et à la légistique. Donc, la direction des affaires juridiques fait des propositions, bien sûr en tenant compte de tous les avis des acteurs concernés ou intéressés par la question gestion des ressources humaines, fonction publique. Donc, c'est un large éventail qui, à la fin, nous donne des textes qui sont des textes consensuels et qui respectent les normes de la légistique. Bien évidemment, tout ça validé par le secrétariat général du gouvernement, parce que tous nos textes passent par le secrétariat général du gouvernement. D'accord. Pour revenir justement à la question des droits au congé de maternité et de paternité, on voudrait avoir vraiment plus de détails. Il y a de nouveaux droits qui sont nés et il y a certains qui existaient déjà dans la loi de 92, mais qui ont été renforcés. Les droits nés, c'est le congé de paternité. Vous devinez, hein, le congé de paternité, c'est le congé qui est accordé au père dont est survenue une naissance dans son foyer. Toutes les fois que la filiation est établie, le congé lui est accordé. Il est de 30 jours. Et les textes, le décret qui portant modalité commune, indique que ce congé-là, il est pris, si dans un délai de 3 mois, il n'est pas pris sans motif valable, il est perdu d'office par le fonctionnaire, donc le père. Vous savez, dans notre évolution, on a de plus en plus des difficultés, enfin des enfants naissent avec des difficultés congénitales et donc le statut régissant cette question a donc prévu cette période de 1 an qui est renouvelable une fois. Je rappelle que la première année du congé parental, le fonctionnaire garde la totalité de sa rémunération. C'est lorsque ce congé est renouvelé que la rémunération est réduite de moitié. Et en termes de renforcement des droits existants, on a un congé qui était connu aux femmes, le congé pour couche et allaitement qu'on appelle le congé de maternité, qui était de 3 mois et qui a été revalorisé, qui est passé à 6 mois désormais. On entend, lorsque le décret portant modalité commune a été signé pour définir cette durée de 6 mois, beaucoup de voix se sont interrogées. Forcément. Et les raisons qui ont conduit à basculer autour de ces 6 mois, elles sont principalement de 3 ordres. La première raison, c'est vraiment la sécurité de la maman, de la mère. Quand la femme accouche de son enfant, dans l'ancien texte, la période postnatale était de 8 semaines. Après les 8 semaines, elle n'était pas totalement en situation de reprise de service. La deuxième raison, c'est la sécurité de l'enfant, du bébé. La femme accouche de l'enfant et 8 semaines après, elle est obligée d'abandonner l'enfant. Et la troisième raison, qui était aussi importante, c'est le lien affectif entre bébé et maman. Donc voici, entre autres, ce qui a conduit à la revalorisation de cette durée qui passait de 3 mois à 6 mois. Quand même, donc assez bénéfique aujourd'hui. Oui.
Très bénéfique, on me dira. Alors, monsieur le directeur, dites-nous, comment est-ce que, toujours en parlant du nouveau statut général, comment est-ce qu'il renforce les prérogatives du ministre en charge de la fonction publique? Les prérogatives en matière disciplinaire, Oui, en bien matière sûr. disciplinaire. Alors, le nouveau statut général a renforcé les pouvoirs disciplinaires, non seulement du ministre, mais également de ceux qui détiennent ce pouvoir-là. Je dois rappeler qu'à l'image de l'ancienne loi, la nouvelle loi a défini le système disciplinaire et également a indiqué les personnes qui sont dotées de la compétence en matière disciplinaire. Pour les sanctions, nous avons 2 ordres de sanctions. Vous avez certainement abordé ça avec Monsieur le Président du Conseil des disciplines. Les sanctions de premier degré et les sanctions de second degré. Pour les sanctions de premier degré, le pouvoir disciplinaire est reconnu au ministre technique, il est reconnu au préfet quand on est en région, il est reconnu au directeur quand on est dans un établissement public national. Et le nouveau statut crée un nouvel acteur qui est le président de l'institution parce que nous avons des fonctionnaires dans les institutions. Donc pour les sanctions de premier degré, la loi reconnaît ce pouvoir disciplinaire au président de l'institution. Le renforcement à ce niveau de la question disciplinaire c'est que de nouvelles sanctions ont été introduites dans les sanctions de premier degré. Revenant aux prérogatives du ministre de la fonction publique, qui est seul compétent pour prononcer les sanctions de second degré pour l'ensemble des fonctionnaires, à l'exception des fonctionnaires issus des emplois paramilitaires, entre guillemets. Donc les paramilitaires, ce sont les fonctionnaires issus des emplois des douanes, des affaires maritimes, la garde pénitentiaire, les agents pénitentiaires et puis les agents des eaux et forêts. Ceux-là, pour les sanctions de second degré, leurs ministres sont compétents. En dehors de cette catégorie d'agents, donc de fonctionnaires, le ministre de la fonction publique connaît la question disciplinaire en ce qui concerne les sanctions de degré de l'ensemble des fonctionnaires. Comment est-ce que ces pouvoirs ont été renforcés? Le nouveau statut prévoit désormais le pouvoir d'autosaisine qui n'existait pas dans l'ancienne loi. Il signifie que lorsque un fonctionnaire se rend coupable d'un manquement à ses obligations professionnelles dans une administration et que la procédure disciplinaire n'est pas engagée par ses supérieurs hiérarchiques, lorsque le ministre de la fonction publique a connaissance, à travers ses relais, que sont les directeurs régionaux, que le corps préfectoral ou même les directeurs des ressources humaines, que le manquement nécessite la prise d'une sanction de second degré, le ministre peut s'auto-saisir en remettant une demande d'explication à l'agent concerné et donc en prononçant, après avis du conseil de discipline, une sanction du second degré. Les fonctionnaires vous regardent en ce moment, les citoyens également. Quel message avez-vous à leur donner avant de conclure? L'appel que je lance aux fonctionnaires, c'est vraiment de se procurer ce nouveau statut général, de le lire et de s'approprier cette loi qui est notre boussole en tant que fonctionnaire, qui définit les éléments de notre évolution, qui définit les éléments pour que nous puissions mener une carrière professionnelle saine et paisible. Et aux citoyens? Aux citoyens, leur dire que l'administration se transforme, l'administration se construit avec eux et pour eux. La fonction publique est à leur service. Merci infiniment, Monsieur Koné Zanga. On le rappelle, vous êtes le directeur des affaires juridiques et du contentieux du ministère d'État, ministère de la fonction publique et de la modernisation de l'administration. Merci infiniment pour cet échange clair et très enrichissant. Quant à vous, chers téléspectateurs, nous vous donnons rendez-vous le mercredi prochain pour un nouvel épisode de notre fonction publique. Mais d'ici là, pour plus d'informations sur la fonction publique, n'hésitez pas à consulter le site officiel www.fonctionpublique.gouv.ci. Merci à tous, très bonne soirée et à bientôt.